Bonjour à toutes et à tous. Donc nous sommes Aya, Roshan et Ilham, tous trois jeunes ambassadeurs et ambassadrices chez One. Et on a le plaisir aujourd'hui d'échanger avec le chef économiste à l'Agence française de développement, Monsieur Thomas Mellonio. Donc merci beaucoup de nous recevoir aujourd'hui. Je vous en prie, c'est un plaisir. Nous sommes très, très heureux d'avoir l'opportunité d'échanger avec vous dans un contexte qui est marqué par des coupes drastiques dans l'aide publique au développement, avec aussi des remises en question croissantes de la solidarité internationale. Et il nous paraissait essentiel en fait, d'échanger avec des acteurs publics du secteur, donc l'Agence française de développement notamment, pour en savoir plus sur l'impact de votre action en matière de développement durable. Pendant cet échange, on aimerait aussi avoir l'occasion de revenir sur le sommet du G7 qui est accueilli cette année en France. Et donc en effet, entre les tensions géopolitiques, les contraintes budgétaires, mais aussi des besoins croissants en termes de financement du développement et des objectifs du développement durable, on va essayer de comprendre si ce rendez-vous peut être une opportunité de relancer une dynamique en termes de solidarité internationale. Et enfin, on aimerait aussi s'intéresser plus spécifiquement au continent africain, dans un contexte que vous connaissez très bien. Vous avez vous-même été conseiller Afrique auprès de la présidence de la République. Merci. Merci beaucoup. Donc peut-être je peux dire quelques mots sur la manière dont le G7 se prépare et puis ce que peut faire l'AFD. Alors le G7 cette année donc, va réunir les chefs d'État des 7 plus grandes économies en dehors de la Chine et avec également des invités extérieurs comme le Brésil, la Corée du Sud par exemple, ou encore l'Inde. Donc ça sera assez significatif comme participation. Il y a 2 grands sujets qui sont à l'ordre du jour. Le premier, c'est les déséquilibres mondiaux. Certains étaient antérieurs à la crise et à la guerre qu'on connaît aujourd'hui en Iran. Il y avait déjà des déséquilibres commerciaux, un fort excédent de la Chine, un fort déficit américain, par exemple, sur les biens industriels. En Europe, nous, on a plutôt un excédent sur le commerce et un déficit vis-à-vis des États-Unis sur les services numériques, par exemple. Donc il y a ce type de déséquilibre qu'on voit dans le commerce, qu'on voit aussi dans la monnaie. On peut penser au changement climatique, qui est aussi un déséquilibre mondial qui existe et même s'aggrave. Donc ça, c'était des problèmes qui préexistaient à 2026. Là, on voit qu'il y en a d'autres qui se rajoutent, avec une crise énergétique qui est encore en cours à l'heure où on se parle, et qui va avoir des conséquences aussi dans d'autres domaines. On peut penser aux engrais, par exemple, qui dépendent en particulier de l'acide sulfurique, par exemple, produit à partir de produits du Golfe. Donc il peut y avoir une crise sur les engrais aussi en 2026, et des effets de second tour sur la sécurité alimentaire. Donc vous voyez, les déséquilibres mondiaux, il y en a un certain nombre, ils vont être abordés entre chefs d'État. Nous, notre conviction à l'AFD, c'est que le développement, la solidarité internationale peuvent être des réponses qui vont permettre de répondre, au moins en partie en tout cas, à ce type de déséquilibre. Je vais prendre quelques exemples. Il y a actuellement une crise de l'énergie. Si on arrive à réduire la demande en énergie ou à développer, par exemple, la capacité de pays à produire par eux-mêmes et pour eux-mêmes, il y aura un peu moins de pression sur les marchés internationaux, un peu moins de pénurie, probablement un peu moins d'aggravation de la pauvreté. Autre exemple, si on arrive à soit aider par exemple les paysans les plus modestes à se fournir en engrais, ou bien à réduire la consommation d'engrais par d'autres techniques type agroécologie, alors on peut réduire l'ampleur de cette crise. Donc notre position, c'est que l'AFD, comme acteur du développement, côté solidarité, mais aussi investissement, peut être une réponse aux déséquilibres qu'on observe et qui sont bien réels. Et justement, Roshan, je pense que tu voulais justement savoir un peu plus sur le positionnement de l'AFD et savoir en fait qu'était le mode de fonctionnement de cette institution. Oui, tout à fait. Merci beaucoup pour ces propos liminaires et très pertinents, Monsieur Mellonio. Donc l'idée ici, pour nous, c'est de mieux connaître l'institution qui nous accueille aujourd'hui. Et donc, en quelques mots, pouvez-vous nous présenter l'AFD, sa mission, son fonctionnement et son impact ? Alors l'AFD, c'est une maison qui est présente dans plus de 110 pays. C'est à la fois une agence de développement, on gère des dons, de la coopération technique avec notre filiale Expertise France, et aussi une logique d'investissement sous forme de prêts, d'investissement en capital, par exemple avec notre filiale secteur privé Proparco. C'est vrai que l'AFD, c'est une grande maison assez complexe qui mène des activités de coopération adaptées au contexte de chaque pays. Donc ce n'est pas du tout la même chose quand on va intervenir en Inde ou en Indonésie, par exemple, pour réduire les émissions de carbone et enrayer les effets du changement climatique, ou quand on va vraiment être dans une logique de lutte contre la pauvreté, cette fois-ci dans des pays beaucoup plus pauvres et vulnérables. Donc il y a cette complexité, mais qui tient à la nature du monde. Les pays n'ont pas tout à fait les mêmes défis. Et donc, en tant qu'agence publique, on agit pour le compte du gouvernement, mais aussi des citoyens français. On doit s'adapter à cette complexité. Alors après, l'AFD, comment ça fonctionne ? On fonctionne pour le compte du gouvernement. Donc chaque année, par exemple, le Parlement va adopter, il était fait référence en introduction, un budget pour les dons. Donc ce budget pour le don
Notre mission en tant qu'opérateur, c'est de le mettre en œuvre le mieux possible, c'est avec les impacts de développement les plus forts. On a également un autre budget pour l'activité de prêt, qui est un petit peu différente, souvent dans des pays qui sont un peu plus riches. Et là, on va également agir comme un opérateur dans le cadre du budget qui nous est délégué. Peut-être donner quelques exemples. En général, sur prêt, on est un peu plus, ce n'est pas exclusif, mais dans le domaine des infrastructures. Par exemple, on peut financer de la production d'eau, d'électricité, des systèmes de transport urbain, je sais pas quoi, des métros, des RER, ce genre, ou les équivalents dans des pays en développement. Ça, c'est assez classique de l'investissement sous forme de prêt, plutôt dans des pays émergents, mais pas que. Il y a aussi des pays à faible revenu qui s'équipent en infrastructure. Et puis, on appuie également les ONG françaises. On a un dispositif spécifique pour ça. Également un dispositif pour les collectivités territoriales, les mairies, les régions, etc., qui peuvent bénéficier de soutien de l'AFD pour leurs actions de coopération décentralisée. Voilà. Donc ça fait un paysage assez vaste. Après, c'est vrai, ça a été dit un peu plus tôt, on est dans un cadre budgétaire qui est assez contraint, notamment sur le don, qui a fait l'objet de réductions assez importantes. La manière dont... Alors, il n'y a pas vraiment, pour être honnête, de grande adaptation pour nous possible. Les dons, on nous les donne et on les met en œuvre avec nos partenaires. Donc ça, c'est assez mécanique. Ce qu'on va essayer de faire, c'est de les utiliser encore mieux, c'est-à-dire de cibler les pays qui en ont le plus besoin, et les secteurs qui eux-mêmes ne peuvent pas se financer par d'autres moyens. Donc ça, c'est la stratégie d'adaptation à la contrainte budgétaire qui est là. Merci beaucoup pour avoir dépeint ce cadre général. Peut-être pour rendre ça un peu plus tangible pour nos auditeurs, est-ce que vous avez un exemple concret de projet financé par l'AFD et qui vous semble particulièrement représentatif de par son impact ? Oui, alors j'étais par exemple l'été dernier au Sénégal. Je vais donner peut-être plusieurs exemples de projets que j'ai vus, comme ça je peux en parler de manière crédible. Dans le domaine de l'adaptation au changement climatique, par exemple, ce que j'ai pu voir, c'est dans la ville de Saint-Louis, où il y a une érosion côtière assez importante. Le sable, en gros, est emporté par les marées, et les maisons qui sont parfois construites tout près de la plage ont tendance à s'effondrer. C'est quelque chose, projet qui avait été d'ailleurs visité par le président français et le président sénégalais. Donc on a aidé à financer une digue de protection pour éviter l'érosion. Ça, c'est un domaine... un exemple dans l'adaptation au changement climatique. Un autre exemple que je peux donner, vraiment dans un autre secteur, si vous allez à Dakar aujourd'hui, il y a un TER, c'est une sorte de RER qui permet de circuler dans la ville. Il y a d'ailleurs eu des entreprises françaises qui ont été associées, mais aussi des entreprises sénégalaises. Et c'est un projet de transport qui est décarboné, qui bénéficie à la population de Dakar, et qui est un exemple intéressant parce qu'il montre qu'on est dans le cadre d'un pays avec lequel on a une relation politique qui est solide. Il y a une dimension économique et il ne faut pas la nier. Et il y a aussi un impact social et environnemental pour la population de Dakar. Voilà. Après, je peux vous donner un dernier exemple, toujours au Sénégal, cette fois-ci dans le domaine de l'innovation. Et on a fait avec le Fonds d'innovation pour le développement un projet avec la direction des impôts du Sénégal, innovant pour utiliser par exemple des images satellites pour aider à la collecte des impôts, éviter la fraude et permettre au gouvernement de lever ses propres ressources. Vous voyez, donc on peut avoir là, c'est des projets beaucoup plus petits en montant, mais qui visent à introduire ou accompagner de l'innovation dès lors qu'un gouvernement, donc le Sénégal en l'occurrence, le souhaite. Voilà. Il y a aussi des projets beaucoup plus sociaux avec des ONG, mais je trouve que sur un pays comme ça, on peut voir la variété du type d'intervention que peut soutenir l'AFD, que ce soit vraiment plutôt dans le domaine du climat, de l'adaptation, ou bien dans la coopération économique, ou au contraire dans des domaines souvent portés plutôt par des ONG ou des chercheurs. Un grand merci pour ces exemples. Ça dépeint vraiment la valeur ajoutée en effet de l'AFD. Vous avez commencé à répondre un peu à cette question. La première question, c'est que vous avez évoqué donc, la diminution des subventions accordées à l'AFD. Mais si on prend un prisme beaucoup plus large, dans un prisme, dans un cadre où on a véritablement une crise du multilatéralisme aujourd'hui et une baisse de l'APD, on a eu récemment la publication par l'OCDE des chiffres de l'aide publique au développement sur l'exercice 2025. On avait eu en gros plus de 23% de diminution, donc ce qui représente globalement 50 milliards de dollars. Comment, dans ce contexte extrêmement contraint, l'AFD elle arrive à repenser son action et à rester tout de même un acteur efficace du financement du développement ? Alors c'est vrai que on est en France, on a tendance à parler des chiffres qui nous concernent et je ne vais pas les contester parce qu'en fait c'est nous et le Trésor et le gouvernement qui fournissons les chiffres à l'OCDE. Donc ça c'est des chiffres qu'on ne conteste pas. Ce qui est tout à fait exact, c'est qu'il y a d'autres pays où l'aide publique au développement a baissé. C'est vrai des États-Unis, dans les chiffres de l'OCDE, on peut voir que ça représente une part importante de la baisse de l'APD. Mais en réalité, ce que montre l'OCDE, c'est que la solidarité a été coupée chez les 5 premiers donateurs. Plus dans certains et moins dans d'autres, mais c'est une problématique qui est globale. Je dirais qu'il y a un point que vous avez relevé, c'est en ce moment, il y a peut-être plus de doutes sur l'action multilatérale. Donc il y a une tendance au repli, que personnellement je regrette, mais qui existe
et qui peut être très forte dans certains contextes et peut-être moins forte dans d'autres. Donc l'idée d'action internationale, elle a besoin de davantage de soutien citoyen, d'ONG, de jeunes, de moins jeunes d'ailleurs, peu importe, mais bon, c'est pour ça que je suis content que vous soyez mobilisés. Parce que si on ne fait rien, on risque de se retrouver dans cette situation où les problèmes internationaux s'accumulent et où les moyens pour les résoudre diminuent rapidement. Et ça va être quand même un élément de choc. Je pense que pourtant, il y a quand même le sentiment de manière assez vaste que les défis mondiaux ont tendance plutôt à s'aggraver, et avec le réflexe probablement erroné, mais il est là, de se replier sur soi en faisant l'hypothèse que les problèmes vont se résoudre par eux-mêmes. Mais ça, je pense que c'est une erreur. Si on prend le changement climatique, par exemple, aujourd'hui, on sait que c'est un domaine d'action qui est plus difficile. Les États-Unis se sont retirés de l'accord de Paris, mais globalement, il y a peut-être un peu moins de mobilisation sur ce sujet. Si on ne remédie pas au changement climatique lui-même, alors il faudra quand même payer pour l'adaptation au changement climatique. Vous voyez, on est clairement dans cette problématique. En France, par exemple, on fait partie des pays où le réchauffement va être le plus important. Il y a plus de réchauffement climatique dans l'hémisphère nord que dans l'hémisphère sud. Donc souvent, quand on dit la planète risque de se réchauffer de 2 degrés, ça c'est vrai pour la température sur l'ensemble de la planète, mais sur Terre, sur les terres émergées, il se trouve qu'on habite sur les terres émergées, c'est plutôt 4 degrés dans l'hypothèse d'un réchauffement de 2 degrés à l'échelle de la planète dans son ensemble. Et en France, on est parmi les pays où les réchauffements sera le plus important. C'est pour ça que moi je plaide beaucoup pour qu'on ne se démobilise pas sur l'action internationale contre le changement climatique, qui ne va pas dépendre que de nous, hein. C'est clair, on représente 1% des émissions, mais on représente quand même 6 à 7% de la finance climat, donc ça montre que la France est mobilisée. Mais on a besoin de mobiliser beaucoup d'autres acteurs, dans les pays développés, dans les pays émergents, là où il y a à la fois le plus d'émissions de carbone et aussi le plus de moyens pour y remédier. Donc bien sûr, il faudra traiter quand même les conséquences du problème, parce qu'il ne va pas disparaître, mais essayons malgré tout de réduire la taille du problème. Plus il est grand, plus ce sera difficile et plus ce sera coûteux de s'adapter au plan national. Et c'est vrai que quand il y a moins de confiance entre pays, le risque c'est de se retirer un peu de l'action coordonnée internationale, parce que c'est plus facile de se coordonner avec soi-même, quoi. Donc, pour dire les choses. Mais ça, ce n'est pas du tout forcément efficace à l'échelle de la planète. Mais on est dans ce moment un peu paradoxal, c'est vrai. C'est que jusqu'à présent, on est dans un contexte qui est quand même assez contraint pour le financement du développement. Vous avez évoqué dans votre propos liminaire la présidence française du G7, qui peut être vue comme un espace d'opportunité. Et justement, l'un de ces enjeux du G7 dans le cadre du financement du développement, c'est la réforme du comité d'aide au développement de l'OCDE et de la mesure de la métrique de l'aide publique au développement. Quels sont les enjeux de ces réformes et où en est-on aujourd'hui ? Alors peut-être quelques éléments. Je pense que moi, je travaille dans l'aide publique au développement, mais ça veut pas dire qu'il ne faut pas s'interroger sur est-ce qu'on est dans le bon cadre, est-ce qu'on est capable d'expliquer clairement ce qu'on fait. Je suis très frappé, vous faisiez référence aux chiffres de l'aide publique au développement à l'OCDE. Ils étaient à 15 milliards pour la France, on est encore autour de 14 milliards aujourd'hui. Mais si vous regardez le budget de l'aide publique au développement dans le budget de l'État, ce n'est pas du tout une information confidentielle, c'est dans la loi de finances, c'est voté au Parlement, on est un peu au-dessus de 3 milliards. Donc il y a quand même un écart très grand entre un chiffre qui est déclaré, et peut-être on pourra y revenir, mais qui donne l'impression qu'on est très généreux. Et après, quand on regarde le budget de l'État, en fait, c'est beaucoup moins. Et si même on zoome sur le budget de l'AFD, donc l'Agence française de développement, pas l'aide publique au développement, cette année, on devrait être légèrement entre 800 et 900 millions d'euros de coûts de l'AFD pour la France, c'est-à-dire à peu près 1 euro par Français et par mois. C'est ça à peu près l'ordre de grandeur. Et donc moi, je dis, peut-être allons plus loin pour faire un peu la vérité des prix, pour montrer exactement ce que cette politique coûte. Et après, on peut avoir un débat. C'est un débat politique. Est-ce que c'est trop ? Est-ce que c'est pas assez ? Mais en tout cas, on a besoin, je pense, de faire plus de clarté sur les chiffres. Beaucoup d'activités de l'AFD, par exemple dans les pays émergents, sont encore déclarées en aide publique au développement, alors qu'en fait, on est plutôt dans des logiques d'investissement. Ça, c'est un premier problème. On met aussi dans les chiffres de l'aide publique au développement, par exemple, l'accueil d'étudiants étrangers en France, ce qui est une bonne politique par ailleurs. Moi, je trouve très content qu'on accueille des étudiants étrangers, mais ce n'est pas du tout l'argent qui va dans des pays en développement, donc il va dans nos universités. Donc certes, c'est dans les statistiques, ça fait monter les chiffres d'aide publique au développement, ça peut donner une impression de générosité, mais c'est quand même de l'argent qui est investi ou utilisé en France. Donc c'est d'une nature un peu différente par rapport à des fonds qui sont vraiment utilisés sur le territoire de pays en développement. Donc je ne conteste pas du tout d'ailleurs qu'on ait une politique ouverte d'enseignement supérieur. Simplement, ce que je dis, c'est un petit peu différent et ça peut amener à une situation où on a l'impression qu'on envoie beaucoup d'argent à l'étranger. Et ça, on voit bien en période de crise, c'est plus difficile à expliquer. Alors qu'en fait, quand on regarde le coût réel
c'est des sommes qui sont beaucoup moins importantes. Donc je pense que c'est utile si le G7 se met d'accord aussi pour essayer de faire évoluer, faire plus de transparence, ou en tout cas rendre plus facile la pédagogie sur notre action internationale. Encore une fois, moi je trouve que c'est tout à fait normal d'expliquer combien on investit à l'étranger, ce que les Français payent à travers leurs impôts. C'est un élément de citoyen très important. Mais aujourd'hui, c'est assez difficile de fouiller dans ces chiffres et de leur donner sens. Ce qu'on a observé de notre côté, c'est que beaucoup de critiques sur ces 15 milliards engloutis à l'étranger, mais en fait, quand on regarde le budget de l'aide publique au développement, c'est plutôt 3 milliards, et quand on regarde l'AFD, c'est plutôt 800 à 900 millions. Donc on n'est pas du tout dans les mêmes ordres de grandeur, et ça perturbe un peu le débat, je trouve. Donc ça, il pourrait y avoir un élément de clarification au sein du G7, en tout cas des réformes qui sont lancées pour avoir des chiffres un peu plus précis et compréhensibles. Ça, c'est un premier élément. Il y a aussi, venant beaucoup de pays en développement, un souhait d'être plus associés, plus directement acteurs de leur propre développement. On a poussé beaucoup à l'AFD d'ailleurs le fait de passer toujours par des acteurs nationaux. Bon. Nous, quand on fait un prêt, c'est plus évident. Quand vous prêtez à quelqu'un, par construction, vous ne prêtez pas à vous-même. Donc il y a toujours un acteur dans un pays en développement. Ça pouvait être différent dans certains autres systèmes de coopération, mais de manière générale, mettre davantage en avant, on appelle ça parfois plateforme pays, mais les acteurs d'un pays donné pour la mise en œuvre des politiques qui les concernent au premier chef, ça c'est quelque chose qui est très poussé par les pays en développement, et je pense que c'est une bonne chose que le G7 l'encourage. Vous voyez, ça c'est une deuxième catégorie. La troisième catégorie d'arguments, c'est qu'il y a des nouvelles problématiques qui sont apparues en 2025, mais encore plus fortement en 2026. Et ça peut amener à insister, à trouver de nouveaux domaines d'investissement. Pour un sujet très concret, beaucoup de pays sont importateurs de pétrole. C'est notre cas en France d'ailleurs. À peu près les 2/3, voire 70% des pays dans le monde ne produisent peu ou pas. Et aujourd'hui, se retrouvent dans une situation de vulnérabilité. Parfois n'arrivent plus du tout à se fournir, donc il y a des queues aux stations-service. Parfois payent très cher, et donc avec un risque de retomber dans la pauvreté pour des individus ou éventuellement d'entreprises qui font faillite. Et puis en plus, il y a un aspect climatique. Donc ce qu'on voit aujourd'hui, c'est l'intérêt qu'il y a à accélérer la sortie pour un grand nombre de pays, ou en tout cas la réduction de leur consommation de fossiles. En France, là, il y a quelques jours, le Premier ministre a annoncé un plan d'électrification pour répondre à notre problème qui est, oui, le pétrole, le gaz sont quasiment totalement importés. Donc dès qu'il y a un choc de prix, ça a un impact direct en France. Ça, c'est notre problème franco-français. Mais en fait, ce problème, il existe dans beaucoup d'autres pays. Et la manière de le résoudre, c'est quand même d'abord de maîtriser la demande. On peut être plus efficace en énergie. Ça, c'est la meilleure énergie est celle qui n'est pas consommée. C'est un peu un slogan, mais c'est vrai. Et de développer des capacités de production, notamment électriques, plus importantes dans tous les pays qui ne produisent pas de pétrole. Et en fait, il y en a un paquet. On a en gros quasiment les 3/4 de la population mondiale qui vivent dans des pays qui sont dépendants d'importation d'hydrocarbures. Donc ça, c'est un point qui, je pense, pourrait être mis en avant. Ça peut poser des questions parfois un peu inconfortables. Souvent, on aime le produit fini de l'énergie renouvelable, mais on aime moins l'extraction des minerais qui sont nécessaires pour produire des panneaux, pour produire des batteries, pour produire des voitures électriques, pour avoir des systèmes électriques. Donc tout le monde est d'accord sur l'électrification quand c'est un peu théorique. En revanche, y compris pour nous, AFD, on était assez peu dans le secteur minier, qui est un secteur qui est très complexe, plein de problématiques sociales et environnementales. Mais on ne peut pas aimer l'aval de ce secteur, c'est-à-dire les énergies renouvelables ou décarbonées, et se désintéresser de l'amont. Donc je pense que le G7 va aussi amener à essayer de travailler sur les conditions pour qu'on puisse rendre possible la transition énergétique et le faire dans des bonnes conditions sociales et environnementales. Alors ça, c'est, je pense, vraiment un sujet qui est au cœur de l'actualité. D'accord, bien noté. Vous avez aussi, juste avant, évoqué la notion d'investissement, qui va au-delà de la notion d'aide publique au développement. L'un des enjeux du G7 aussi, c'est la notion de financement innovant. Et on voit bien aujourd'hui qu'il ne s'agit plus seulement donc, d'augmenter l'aide publique au développement, qui est une métrique qui peut-être remise en question aujourd'hui en tout cas, mais aussi de mobiliser d'autres ressources et de mieux prendre en compte les flux financiers. Concrètement, comment la prise en compte de ces nouvelles métriques, de ces nouvelles ressources, transforme la manière de financer le développement aujourd'hui? Alors peut-être juste un point, je veux quand même revenir en arrière, parce que j'ai peut-être pointé vers des pistes de réforme de l'aide publique au développement. Mais l'aide publique au développement, c'est une métrique, c'est un cadre de l'OCDE.
mon propos n'est pas du tout de dire qu'il faut arrêter la solidarité internationale. Je pense qu'elle est très importante. Après, il y a un débat politique, est-ce qu'on souhaite y mettre des moyens ou pas? Mais je pense qu'il y a des besoins très importants dans les pays pauvres, dans les pays vulnérables. Et ça, il ne faut pas que la solidarité soit abandonnée ou qu'on passe à autre chose parce qu'on a besoin d'investir dans des pays émergents. Donc je vais être très, très, très clair là-dessus. Si on regarde ce qui s'est passé depuis une vingtaine d'années, il y a eu de très grands résultats qui ont été obtenus grâce à la politique de solidarité internationale. Je pourrais prendre un exemple. L'épidémie de sida faisait 2 millions de morts en 2005, au pic de l'épidémie. Aujourd'hui, on est à 500 000. C'est 500 000 de trop, mais enfin, ça veut dire énormément de vies qui ont été sauvées. Il y avait une épidémie d'Ebola il y a quelques années en Afrique. Il y a eu des moyens importants qui ont permis de l'éradiquer. De manière générale, la pauvreté, il y a d'autres facteurs, mais a beaucoup réduit ces dernières années. Donc moi, je pense que c'est une politique importante. 2, elle peut tout à fait être efficace. Et 3, elle peut encore l'être demain si on ne renonce pas. Donc ça, c'est un premier point. Après, il est vrai qu'il y a des sujets qui relèvent d'un petit peu autre chose, qui sont davantage de l'investissement pour des intérêts globaux ou pour des intérêts qui sont partagés avec ceux de nos partenaires. Et là, il y a tout un agenda d'action avec lequel on est d'ailleurs à l'aise à l'AFD. En fait, nous, on est présents un peu sur les deux sujets, que ce soit la solidarité ou l'investissement dans des intérêts communs. Donc ça, je pense que c'est important de ne pas perdre de vue, parce qu'à un moment où c'est plus difficile, au plan budgétaire ou au plan géopolitique, le risque est d'avoir une approche un peu déséquilibrée. Donc voilà, je voulais revenir peut-être et insister plus lourdement là-dessus. Je vous remercie pour ces précisions sur la question de G7. Je vais laisser ma collègue Aya sur les questions relatives au continent africain. Alors, la présence du Kenya au G7, à l'invitation de la France, traduit une volonté de mieux intégrer le continent africain dans les espaces de décision internationaux. Comment l'agence repense-t-elle aujourd'hui sa stratégie sur le continent africain dans un contexte de concurrence accrue entre les différents bailleurs et de recomposition géopolitique? Alors, 2 choses. D'abord, depuis quelques années, à l'AFD, on a décidé de s'organiser un petit peu différemment, avec un département Afrique qui couvre l'ensemble du continent. Avant, c'était Afrique subsaharienne et Afrique du Nord. Pourquoi ce changement? Il se trouve que le continent africain, à travers l'Union africaine notamment, a une institution politique qui représente l'ensemble du continent. Donc on s'est organisé institutionnellement pour être en miroir de cette organisation politique. 2, sur le continent africain, pour nous, est la priorité dans le sens où les moyens qui nous sont confiés par l'État, notamment les dons, sont concentrés majoritairement vers le continent africain. Donc en termes de degré de priorité, c'est notre priorité numéro 1. Maintenant, comme je le disais précédemment, quand on a moins de dons, ça fait quand même moins d'argent dans l'absolu, mais disons tout ce dont on dispose, on va mettre toujours un degré de priorité plus fort sur le continent africain. Alors, maintenant, dans notre double nature, gérant du don et du prêt, actuellement, on va avoir quelques limites pour notre activité de prêt, mais pas partout. C'est là qu'il faut rentrer un peu plus dans le détail. On est très, très vigilant de ne pas créer de situation de surendettement. Donc, quand on décide d'investir dans un pays, c'est parce qu'on pense qu'on n'est pas en train de faire du crédit abusif, de faire un prêt qui ne pourra pas être remboursé. Donc, on utilise le don, on utilise le prêt, mais avec des conditions assez strictes qui sont attachées à l'utilisation du prêt pour ne pas refaire ce qu'on avait peut-être fait dans les années 70 ou 80, mais un volume trop important de prêts avec des conditions qui sont défavorables et qui risquent de créer du surendettement. Ça, c'est un point qui est important. Ensuite, dans le choix des secteurs, la philosophie à l'AFD, c'est d'être vraiment à l'écoute des partenaires. Donc, en général, un pays, alors c'est lié au fait que quand on fait un prêt, la personne qui emprunte, en général, il sait vraiment ce qu'il ou elle fait, et donc il ne va pas emprunter pour quelque chose qui n'est pas important. Mais même sur le don, on est très très vigilant à ce qu'on réponde vraiment à un besoin qui est exprimé par le partenaire et qui est formalisé. Ce n'est pas une idée jetée en l'air, c'est souvent une requête qui va être écrite, détaillée, pour bien prendre en compte l'avis des partenaires. On sait qu'il peut y avoir des critiques et des frustrations sur le continent africain, de gens qui vont dire les acteurs internationaux ne nous écoutent pas assez. Donc nous, on est très très vigilants pour dire oui, on va intervenir sur un secteur quand le partenaire ou le client, si c'est un acteur du secteur privé, là a exprimé très, très précisément son souhait. Ça, c'est un autre point, ce que je voulais mettre en avant. 3e point, ou peut-être 4e, je ne sais plus, il y a un élément qui est important quand on est un acteur extérieur. Il ne faut pas se prendre pour ce qu'on n'est pas. Donc c'est vrai politiquement, c'est aux élus, aux décideurs d'un pays de formuler leurs priorités. Et aussi souvent, on représente des montants qui sont substantiels, mais un pays va se développer d'abord par ses propres moyens. Ou en tout cas,
les expériences réussies de développement, c'est souvent comme ça que ça se passe. Donc dans les dernières années, on a beaucoup investi, par exemple, pour aider des banques publiques africaines à se développer et à collecter l'épargne de leur propre population pour elles-mêmes investir. En fait, on n'en parle pas forcément beaucoup, parce qu'on sait que les gouvernements lèvent des impôts pour investir dans les services publics. Ça existe en France. On pense parfois moins aux banques publiques, mais en France, la Caisse des dépôts a plus de 200 ans et elle gère l'épargne, en l'occurrence des Français, le livret A, pour financer l'investissement. Donc, dans le cas de la Caisse des dépôts en France, le logement social, par exemple, est massivement financé par le livret A, ou demain, par exemple, les nouveaux EPR vont être financés en partie sur le livret A. Donc ça, c'est notre expérience nationale, et il y a des choses un peu similaires en Italie, en Allemagne. Sur le continent africain, il y a aussi un développement assez important dans les systèmes financiers, de cette capacité, tout simplement, les gens ouvrent un compte, mettent leur argent, et cet argent, il peut dormir dessus, ou il peut être investi dans des infrastructures ou le développement du pays. Donc on a beaucoup accompagné cette dynamique. Je la cite parce que je trouve que c'est assez important. Depuis l'extérieur, on apporte une capacité. Nous, on est une banque, on sait à peu près comment doit être gérée une banque. On a une expérience nationale de Caisse des dépôts, donc ça a une vraie valeur. On a aussi une notation, un rating qui est de bonne qualité. Donc on peut apporter des capitaux à ce nouveau type d'acteurs. Et dans la période récente, on a même lancé une initiative pour essayer de doubler le nombre de banques publiques dans des pays en développement qui arrivent à se financer sur les marchés, à émettre des obligations. Donc ça, vraiment, l'idée, je la cite parce que c'est assez typique pour moi d'une volonté que des pays développent leur capacité souveraine de se financer par eux-mêmes. En fait, c'est un peu la même logique dans d'autres secteurs aussi. C'est-à-dire que quand on investit dans le secteur de l'eau ou de l'énergie, on veut aussi consolider la capacité d'un acteur pour gérer lui-même sa centrale solaire, sa centrale d'eau. Mais ça, c'est quelque chose qui est assez fort, je dirais, dans l'ADN de l'AFD. C'est d'apporter un financement, mais aussi d'avoir une dimension technique de la coopération pour que notre partenaire, à la fin, il soit capable de gérer tout seul son infrastructure, d'eau, d'électricité, sa banque, son réseau de transport. Ce qui ne veut pas dire qu'on est inutile, mais c'est vraiment le rôle catalytique du financement extérieur. Donc il est là pour apporter soit des capitaux, soit d'une capacité technique, soit les deux, mais qu'à la fin, il y ait un processus vertueux et un peu autoporté qui se crée dans un pays en développement. Donc ça, c'est, je dirais, assez fort en Afrique, puisque peut-être sur le continent, par rapport à l'Amérique latine ou à l'Asie, on va avoir un peu plus de coopération technique. Pour Expertise France, par exemple, l'Afrique est un continent, comme pour l'AFD d'ailleurs, mais assez majeur d'investissement. Donc on essaie de bien, comme ça, coupler le financement, mais aussi de l'expertise technique à côté du financement. Le problème du développement, ça peut être un problème d'argent, ça peut être un problème technique, ou ça peut être un peu les deux, et on essaye d'avoir un bon positionnement, de respecter le partenaire, mais d'avoir une valeur ajoutée. C'est-à-dire, si on ne sert à rien, il faut faire autre chose. Voilà, donc ça c'est vrai sur le continent africain. C'est vrai, en fait, c'est un peu la même philosophie sur les autres continents. Simplement, chaque pays va avoir après, en termes de besoins techniques ou financiers, des caractéristiques un peu différentes. Tout dernier point, donc je parlais tout à l'heure du risque de surendettement, on est très, très conscient de ça. Nous, on agit dans le cadre d'une doctrine qui est fixée par le ministère de l'économie et des finances pour ne pas faire de surendettement. Il y a quelques pays actuellement sur le continent africain qui ont eu leur dette restructurée, qui ont fait défaut et dont la dette a été restructurée au Club de Paris. Donc en fait, quand il y a une situation de surendettement comme ça, nous, on ne va pas faire de nouveaux prêts, alors même qu'une dette est en train d'être restructurée. Donc ça, c'est pour ça que ça peut amener dans quelques pays à ce que nos activités soient plus restreintes pendant quelques années. On vous remercie pour ces premiers éléments de réponse relatifs à l'Afrique. L'une des thématiques qui nous semblait très intéressante et importante à traiter, c'était la crise de la solidarité, notamment au vu du contexte actuel où il y a une remise en cause de cette solidarité internationale, un déficit du financement annuel à hauteur de 4 000 milliards de dollars. Quels sont les principaux défis à relever pour atteindre les ODD et quel est le rôle des banques publiques de développement comme l'AFD par exemple? Alors, crise de la solidarité, c'est vrai que, en tout cas, il y a une crise du budget de la solidarité. Ça, c'est incontestable. Est-ce que ce sera toujours comme ça? Quand on regarde l'histoire, moi j'aime bien faire ça, on a écrit récemment un article avec des collègues là-dessus, sur les 80 dernières années, il y a eu des hauts et des bas dans la politique de solidarité ou de coopération internationale. Souvent, quand il y a eu un haut, c'est-à-dire un plus haut niveau d'investissement dans la coopération internationale, c'est parce qu'il y avait une mobilisation dans la société qui a amené
le gouvernement à mettre plus de moyens parce que cette politique était jugée plus importante. Et ça, c'est un peu les montagnes russes depuis 80 ans. Et, je relisais il y a quelque temps le débat dans les années 60 qui avait amené à la formule la Corrèze plutôt que le Zambèze. Donc en fait, ce débat-là, est-ce qu'il faut s'occuper d'abord de nous-mêmes, de ce qui se passe à l'étranger ? Il est quasiment vieux comme l'idée de politique étrangère et de solidarité internationale. Après certaines phases, il y a eu une mobilisation sociale plus forte. Je parlais tout à l'heure de la lutte contre le sida, il y avait une mobilisation très forte en France, dans le milieu associatif, des grandes émissions de télé, le SIDAction, autour de cette cause. Parce que je crois que tout le monde était conscient qu'il y avait un problème mondial qui était très fort, on se sentait concerné, y compris pour nous-mêmes, et ça a amené un fort niveau d'action internationale pour développer de nouveaux médicaments, pour renforcer les systèmes de santé dans les pays en développement pour qu'ils puissent tout simplement détecter et traiter les cas. Ça a peut-être un petit peu baissé aujourd'hui, il faut le reconnaître. Je le regrette parce qu'en plus, il y a eu beaucoup d'innovations et de nouvelles solutions qui font qu'on arrive à avoir des résultats. Je le disais tout à l'heure pour le sida, aujourd'hui, il y a des traitements, par exemple, très innovants en prévention, ce qui n'existait, qui sont en test même à l'heure actuelle. Donc on peut avoir de très très grands résultats, je pense. Mais tout part d'une mobilisation de la société. On a aussi, par exemple, sur les sujets de climat, d'environnement, une mobilisation assez forte de la jeunesse, mais elle est parfois un peu irrégulière. Donc au moment de l'accord de Paris en 2015, c'était très fort. Nous, on voit à l'AFD, ça a beaucoup dynamisé notre activité. On a su, je pense, convaincre que oui, c'était bien, une bonne chose, et qu'on pouvait avoir des résultats au plan international en matière d'action contre le changement climatique. Moi, je me souviens au moment de la COP21, donc en 2015, on craignait à cette époque-là un réchauffement de la planète autour de entre 5 et 6 degrés. Si on ne faisait rien, ce qu'on appelait business as usual, ça a amené vers un niveau extrêmement élevé. Aujourd'hui, alors malheureusement, on est déjà à 1,4, quasiment à 5 degrés de réchauffement. Si on prolonge les tendances actuelles, on pense que peut-être on arrivera à plus 2,5 ou plus 3 degrés. Ce qui est beaucoup encore, mais c'est quand même moins que ce qui était redouté au moment de Paris. Donc il y a un bout de chemin à faire. Moi, la conclusion que j'en tire, c'est qu'il faut qu'il y ait des gens qui se mobilisent, qui disent c'est un vrai problème, je suis prêt à mettre de l'énergie, j'en parle aux élus, j'en parle à ma famille, j'en parle autour de moi, j'en parle sur les réseaux sociaux, je me mobilise. Parce que s'il n'y a pas de mobilisation, il y a plein d'autres besoins en France aussi. Moi, je suis parfaitement conscient de ça. On a des besoins dans la santé, on a des besoins dans l'éducation, on a des besoins dans la défense. Nous, on est très actifs dans les départements et les territoires d'outre-mer. Il y a des besoins dans les territoires ultramarins. Donc évidemment, les causes peuvent toujours être un peu en compétition les unes avec les autres. Mais ce qui est sûr, c'est que s'il y a peu de mobilisation, par exemple sur la solidarité internationale, alors ce sera la variable d'ajustement. Donc j'espère que, aussi grâce à vous, mais la mobilisation va remonter et que dans notre pays, on va bien regarder ce qui se passe dans le monde et qu'on se dise comment est-ce qu'on peut essayer de trouver des solutions. Après, la particularité d'une banque de développement, d'une banque et d'une agence de développement, c'est que nous, on essaye d'avoir à la fois des capacités techniques, c'est-à-dire de l'expertise, des ingénieurs, des spécialistes de tel ou tel secteur qui font qu'on est tout à fait capable de monter, de suivre des très bons projets dans l'eau, dans l'énergie, dans les transports. Donc ça, c'est la première réponse. La deuxième, c'est que l'avantage d'être une banque de développement, c'est qu'on peut faire de l'effet de levier. Aujourd'hui, là, en 2026, on va avoir un budget de 800-900 millions d'euros, mais on pense pouvoir apporter plus de 12 milliards d'euros de financement à des pays étrangers. Ça veut dire qu'on est capable, pour un montant, pour un coût donné pour la France, de faire un effet de levier. C'est très fort, par exemple, dans le domaine du climat. L'année dernière, on a pu amener 7 milliards de finances climat, mais pour un coût qui est de l'ordre de moins d'un dixième de cette somme. Vous voyez, donc on est capable de produire des réductions d'émissions de CO2 pour un coût qui va être bien moindre que si on n'utilisait pas cet effet de levier. Donc ça, c'est quelque chose d'assez important, mais par exemple, dans les énergies renouvelables, aujourd'hui, on peut financer le développement des énergies renouvelables par du prêt, quasiment sans coût pour l'État. Les économies d'énergie, c'est pareil. Si vous faites une rénovation thermique dans un bâtiment, il faut mettre de l'argent au début, mais comme vous allez économiser ensuite de l'énergie, vous pouvez rembourser le prêt et même dégager un excédent. Donc l'avantage d'être une banque, c'est que ça permet d'apporter des gros volumes de financement. C'est qu'on sait calculer aussi le rendement d'un investissement et ça permet d'avoir des résultats tout de suite et en plus de rembourser progressivement le coût d'investissement au cours du temps. Donc ça va être très important dans certains domaines. Après, il ne faut pas vendre non plus n'importe quoi. Il y a des domaines où on ne va pas faire sur prêt. Vous voyez, on a un agenda très fort de réduction des inégalités femmes-hommes ou de lutte contre les violences sexuelles et sexistes. Si vous aidez une association qui accompagne des femmes victimes de violences sexuelles, on ne va pas le faire par un prêt.
Donc il y a des choses qui peuvent être financées par le prêt, certains objets, et d'autres qui nécessiteront forcément du don. Donc c'est pour ça qu'on a besoin de bien expliquer, je pense, d'être soutenu pour des activités qui sont assez différentes objectivement. Enfin, pour clore cette interview, comment voyez-vous évoluer le rôle et les priorités de l'AFD et des autres banques publiques de développement dans les années à venir? Alors je pense qu'il y a si on regarde la situation actuelle avec ce choc énergétique sur les engrais, on voit qu'il y a des vulnérabilités qui existent dans le monde. Et je pense que de plus en plus, on va nous demander de travailler sur des sujets stratégiques d'intérêt mondial. Donc les grandes chaînes de valeur dans l'énergie, la filière des engrais. On a beaucoup de pays c'est notre cas aussi, qui ont une dépendance technologique très importante. On n'est pas toujours bien sûr de pouvoir sécuriser nos données, d'utiliser des modèles dont on maîtrise tout à fait la production. Je pense que ce type de vulnérabilité, on en a, nous, en Europe, mais il y en a aussi en Afrique, en Amérique latine, en Asie. Je pense que beaucoup de pays, face à l'instabilité actuelle, vont se dire, bien sûr, il faut se développer pour sortir de la pauvreté, augmenter nos revenus, essayer d'avoir un développement durable, mais que le cadre de la mondialisation où les produits circulent très facilement, il y a peu d'obstacles, est un peu derrière nous. Donc on le voit aujourd'hui, les produits des hydrocarbures et les engrais sont bloqués dans le détroit d'Ormuz. Mais il y a 5 ans, c'était les masques et les produits et les médicaments pendant la crise Covid. Je pense que beaucoup de pays se disent oui, il faut se développer, mais est-ce qu'on a des risques très importants d'être à un moment victime d'une crise qui remet en cause vraiment toute notre dynamique? Je pense qu'il y a pas mal de pays dans les pays en développement qui se posent cette question, comme on se la pose en Europe, et qui donc vont vouloir investir sur des modèles plus résilients et plus robustes à la tension géopolitique qui incontestablement est là. Donc là, c'est la guerre en Iran, mais il peut y avoir d'autres conflits demain, d'autres instabilités qui remettent en cause des modèles de développement durable aujourd'hui. Donc je pense qu'on sera amené à être plus présent sur le secteur énergétique, probablement les chaînes alimentaires, probablement les chaînes technologiques, vous voyez, face à une demande à la fois de notre côté et du côté des pays en développement. L'autre aspect, c'est qu'il y a malgré tout un moment où il y a une forme de doute actuellement en Europe sur notre propre modèle. Donc j'observe qu'on va nous dire de plus en plus démontrer en quoi votre action a des bénéfices à l'étranger, mais a aussi des bénéfices sur le continent européen. Et là, je trouve que c'est intéressant de se demander finalement quel est le cœur de notre mission. Moi, je crois que le cœur de notre mission à l'AFD, c'est le lien international, c'est-à-dire l'intérêt des autres, notre intérêt, l'intérêt commun entre les deux. Donc, par exemple, si on a, nous, besoin d'avoir des minerais critiques pour produire des batteries, discutons avec des pays qui en ont pour voir ce que sont leurs conditions. Quel est leur intérêt au plan des emplois, au plan social, leurs contraintes ou leurs ambitions environnementales. Mais qu'on le fasse, ce que j'espère, c'est qu'on garde le sens du long terme et du respect mutuel entre partenaires. Je trouve que c'est très important que les agences de développement, les banques de développement aient un peu un supplément d'âme quand même pour qu'en termes de coopération, on respecte et on écoute fortement nos partenaires. Donc on aura bien sûr des enjeux nationaux à préserver, mais qu'on le fasse dans un respect mutuel avec nos partenaires. Voilà. Très bien, merci pour cette réponse. Je vais désormais passer la parole à Ilham qui va conclure cette interview. Merci beaucoup pour cet échange très riche. Je voulais revenir rapidement sur justement le G7. Donc vous avez mentionné que ça allait être l'opportunité à la fois donc, sur la thématique de la solidarité internationale et de la mobilisation donc des États sur ces thématiques-là. Donc ça allait être aussi l'occasion de reclarifier qu'est-ce que c'est l'APD. Comme vous l'avez dit, c'est une unité de mesure en fait on a besoin d'un peu plus communiquer dessus. Et aussi un peu de reprioriser les sujets autour de la crise énergétique notamment. Est-ce que vous pensez que ça peut être une scène véritablement pour la France, mais aussi pour l'Agence française de développement en tant qu'opérateur de l'État français pour les partenariats internationaux, de remettre justement sur le devant de la scène l'importance de cette solidarité internationale, non seulement sur les sujets énergétiques, mais aussi sur des sujets comme la santé, l'éducation, où justement ça peut être aussi plus difficile d'attirer des financements sur ces thématiques-là, parce que justement, ça peut moins se faire sur du prêt. En tout cas, je trouve que le G7, c'est une opportunité à saisir pour parler des grandes problématiques internationales et je pense que ça incite après à essayer de les traiter. C'est-à-dire que l'avantage quand on voit un peu comme le nez au milieu de la figure des problèmes internationaux, c'est que c'est difficile de dire tous ces problèmes sont là, mais on ne va rien faire pour les résoudre. Donc je pense que un G7, de toute façon, c'est un élément qui amène
à davantage parler de coopération internationale avec les membres du G7, mais aussi avec le Kenya, l'Inde ou le Brésil qui sont invités. Donc je pense que c'est une occasion à saisir pour se dire voilà ce que sont nos grands objectifs de politique étrangère et comment la politique de développement, et l'AFD, mais ce n'est pas la seule institution, peut être mobilisée. Moi, je ne suis pas du tout conservateur. Je pense que les grands sujets internationaux, ils peuvent évoluer au cours du temps. Et ce que je regretterais, c'est qu'on ne fasse rien pour essayer de les résoudre. Mais le G7, il va parler de ces problèmes-là. Et après, à quel point on aura une mobilisation pour se donner des moyens, des ambitions, ça, c'est une question qui est encore ouverte à l'heure où on se parle. Bien sûr, merci beaucoup. Donc en tout cas, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous expliquer un peu plus clairement comment fonctionne l'Agence française de développement. C'est une grosse institution avec un fonctionnement particulier, donc on a eu beaucoup d'intérêt à le découvrir, d'en savoir aussi un peu plus concrètement sur la nature des projets que vous soutenez, aussi avoir des éléments de réponse sur les grandes crises actuelles qu'on traverse. Je retiendrai aussi cette importance en fait pour la société civile de se mobiliser sur ces thématiques qui sont très importantes. Donc à la fois l'importance de faire du plaidoyer, c'est un peu le travail que nous on essaie de porter, et on l'espère aussi avoir des politiques aussi qui sont à l'écoute de ce plaidoyer-là pour répondre aux grandes problématiques et atteindre les objectifs du développement durable, un combat dans lequel on est tous très fortement engagés. En tout cas, merci beaucoup de votre invitation et de cette mobilisation. Je crois que je n'ai pas forcément toujours très bien répondu à toutes les questions. Donc si on a d'autres, vous les mettez en commentaire. Je répondrai après directement dans les commentaires de la vidéo. Et merci pour votre invitation.